apprenants et professionnels de la finance. Chers étudiants, c'est pour moi un insigne honneur que de modérer ce webinaire aujourd'hui organisé par l'Esselska Business School Campus Rabat, un événement scientifique qui arrive à point nommé à l'occasion du lancement de la 5e promotion du MBA Ingénierie Finance et Ingénierie Financière, domicilié toujours ici à l'Esselska. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer un sujet passionnant qui transforme notre façon de travailler et d'interagir et qui va traiter d'une thématique haute en couleur intitulée Intelligence artificielle, une finance réinventée. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une révolution technologique qui redéfinit les règles du jeu. L'IA n'est pas seulement une tendance, elle transforme radicalement la manière dont nous gérons les risques, analysons les données et interagissons avec nos clients. Que vous soyez expert ou novice, professionnel de la finance ou encore un technophile ou encore un curieux des innovations, ce webinaire est une occasion inouïe pour explorer les opportunités et les défis que l'intelligence artificielle présente particulièrement dans le secteur financier et en l'occurrence dans une sphère financière internationale en perpétuelle mouvance. Pour justement traiter des coins et des recoins de cette thématique, je me suis entouré aujourd'hui de 2 keynote speakers de renom. Alors à ma droite, professeur Hicham Sadouk, enseignant-chercheur en économie et gestion à l'Université Mohamed V de Rabat, auteur de plusieurs publications de nature scientifique et aussi de vulgarisation. C'est justement dans cet objectif de dissémination et de partage des informations sur des thématiques de portée académique, économique, financière, sociale, voire culturelle, qu'il est souvent convié à des débats et des manifestations scientifiques et qu'il a eu aussi l'amabilité d'accepter mon invitation aujourd'hui pour une 2e fois afin de prendre part à ce webinaire. Bienvenue, Hicham Sadouk. Merci à vous. À ma gauche, professeur Anas Radi, spécialiste en consolidation financière. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Alliance internationale des dirigeants financiers. Vous êtes également ancien président fondateur de l'Association marocaine des consolideurs financiers, AMCF, une association dont vous êtes actuellement vice-président. Vous avez dirigé durant ces 16 dernières années plusieurs projets de mise en place de systèmes de consolidation et de reporting financier au Maroc, en Europe et en Afrique. Et en parallèle, vous êtes professeur vacataire à l'Université Mohamed V de Rabat, à l'ISCAE et dans d'autres établissements de renom. Anas Radi, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Hicham Sadouk, c'est vous qui allez ouvrir le bal aujourd'hui pour nos auditeurs. Cela n'est guère un scoop de dire que l'intelligence artificielle s'était carrément imposée comme un phénomène incontournable dans tout secteur économique confondu et particulièrement dans le secteur financier. Alors, ma question pour vous, Hicham Sadouk, va être la suivante. Est-ce que vous pouvez démystifier pour nos auditeurs aujourd'hui comment les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle ont-ils évolué au fil du temps pour transformer le secteur financier et quelles sont les étapes clés de cette évolution? Tout d'abord, merci, cher Bachis, pour cette invitation. Merci pour l'école, le staff technique, pour votre amabilité, pour l'organisation de ce webinaire. Comme vous venez de le dire, l'objectif, c'est essayer de disséminer un peu des idées, un peu de savoir sur une technologie émergente. Moi, je récuse un petit peu le terme. C'est une technologie qui a envahi un petit peu le domaine. Ce n'est pas encore le cas. C'est quelque chose qui est encore en balbutiement. Ça veut dire que nous avons la chance aujourd'hui, au niveau de l'histoire de l'humanité, de vivre ce qu'on appelle une 4e révolution. Dans l'histoire de l'humanité, on a eu la révolution technologique, la révolution industrielle avec le moteur à combustion, puis il y avait l'électricité au début du 20e siècle. Et puis on a eu Internet avec les ordinateurs. Et là, à partir, on va dire, du milieu du 19e siècle, plus particulièrement à partir du 21e siècle, on voit en fait émerger ces technologies disruptives, ces technologies qui, bien évidemment, vont impacter tous les systèmes économiques, tous les métiers, les organisations. Bien particulièrement, on va essayer d'évoquer le cas de la finance ici dans ce webinaire. C'est une technologie qui commence à émettre. Est-ce qu'elle est récente? Pas forcément, parce qu'elle trouve ses origines, elle trouve ses racines dans les écrits, dans les réflexions des années 40. Donc, si on veut dater un petit peu l'apparition de l'intelligence artificielle, qui n'avait pas en fait ce terme, parce que ce terme, il va apparaître, ce concept, à partir des années 60, dans ce qu'on appelle la conférence de Dortmund. Plus particulièrement, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec la révolution, la réflexion, les écrits de Turing. Alan Turing,
celui qui a contribué en fait dans la Deuxième Guerre mondiale pour décoder ce qu'on appelle Enigma. Donc, il a créé la première machine. Dans cette première machine, il y a tout un pont de chercheurs et d'académiciens qui commencent à penser que la machine elle est capable de réfléchir de la même manière que l'être humain, mais d'une manière un peu intelligente. Et automatiquement, certains auteurs ils s'intéressent à quelque chose qu'ils vont conceptualiser pour la première fois sous forme de ce qu'on appelle réseau de neurones. Donc, ils s'inspirent de la biologie humaine, c'est-à-dire ces neurones biologiques, mais vu la technologie, elles peuvent devenir illimitées et du coup, on peut développer ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Progressivement, du fil en aiguille, on va arriver de ce neurone, les réseaux de neurones, vers ce qu'on appelle le deep learning. Ça veut dire ces réseaux de neurones qui apprennent chez l'homme. Si on leur donne beaucoup de data, beaucoup d'expérience, bien évidemment, leur expérience, leur expertise, leur connaissance, elle peut être beaucoup plus raffinée, beaucoup plus détaillée, puisque les neurones de l'homme, ils sont limités. Les neurones qu'on peut créer d'une manière un peu artificielle sont illimités. La même chose, les informations, les data que je peux analyser sont limitées. Les big data que nous avons actuellement, ils sont illimités et du coup, on peut rentrer dans une prise de décision d'une manière beaucoup plus raffinée, beaucoup plus précise que ce que peut faire l'homme. Et on va arriver vers la fin des années 90, plus particulièrement 97, c'est ma mémoire est bonne, nous avons l'ordinateur d'IBM qui va gagner pour la première fois l'homme. Dans les jeux d'échecs, le Garry Kasparov, il va perdre en fait le combat des échecs, qui est jeu de stratégie, de réflexion, devant une machine. Et là, on va ouvrir une ère devant ce qu'on appelle la légitimité de la machine. Parce que pendant toute cette période-là, il y avait beaucoup de doutes. Et jusqu'à maintenant, dans certaines sphères, chez certaines personnes, on se dit que la machine ne peut jamais atteindre l'homme. Là, on commence au moins à s'habituer avec le ChatGPT, avec tout ce que vous avez aujourd'hui, qu'on peut à la limite. Et ça, c'est né, encore une fois, que le début, le commencement, la petite brèche qui peut-être va venir bouleverser, ou qui est la base de ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est une quatrième révolution que nous sommes en train de vivre et auquel on va essayer de s'habituer. Donc, cette intelligence artificielle, elle n'est pas venue du jour au lendemain, c'est un ensemble de jalons, c'est des ensembles d'étapes qu'on a connues au moins pendant 50-60 ans. La chose, avant d'arriver de la finance, et je termine avec ce point, pourquoi cette révolution, elle serait si remarquable? Pour une raison très simple, c'est que pour la révolution industrielle, on a passé 200 ans pour que ça devienne un peu généralisé et pour que ça puisse devenir un peu démocratique. La même chose pour l'électricité. Jusqu'à il y a quelques années, le monde rural n'était pas électrifié. Pour le digital, aujourd'hui, l'informatique, la même chose. Tout le monde n'est pas encore digitalisé. Ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de temps pour essayer de vulgariser, pour essayer de généraliser les technologies. Avec l'intelligence artificielle, il est fort probable que ce que nous avons fait pendant les 3 dernières révolutions en 100 ans, un siècle, 50 ans, on va le faire en 2 décennies. Pour une raison très simple, c'est que vous n'avez aujourd'hui des sommes stratosphériques d'investissement qui se fait dans ce secteur-là, contrairement aux autres. Si vous prenez les 4 ou les 5 grandes entreprises technologiques aujourd'hui, si vous prenez Google, si vous prenez Meta à travers Facebook, IBM, tout ça, vous avez quelque chose de l'ordre de 200 milliards de dollars par an. Ça veut dire la possibilité d'avancer et de généraliser ces éléments au niveau de plusieurs métiers, ça va se faire d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, si je n'étais pas long au niveau de cet historique, est-ce qu'on va parler de la finance ou... Oui, alors on va en parler tout à l'heure, plus tard dans notre webinaire. Alors, ça se voit déjà que vous êtes un féru d'histoire, Hicham Sadok, et j'apprécie particulièrement votre esprit critique. Alors, c'est vrai que les investissements en matière d'intelligence artificielle ont atteint des sommes colossales et qu'ils continuent de s'intégrer de plus en plus dans la sphère financière internationale jusqu'à occuper un acteur incontournable, protagoniste, qui apporte des améliorations significatives en matière d'efficacité, de précision, mais aussi d'expérience client. Alors, je vais me tourner vers vous, cette fois-ci, Anas Radé. Alors, moi, j'estime qu'il est indéniable de proclamer que l'intelligence artificielle a dans sa ligne de mire l'automatisation, voire l'optimisation des processus, notamment grâce à ce qu'on appelle une gestion robotisée des process. Alors, ma question pour vous, Anas Radé, sera la suivante. Dans quelle mesure la technologie qu'on nomme dans le langage anglo-saxon Robotic Process Automation, RPA, ou communément appelée l'automatisation robotisée des process, ainsi que l'IA, contribue-t-elle à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans la gestion des opérations financières, de la comptabilité et du reporting? Et quelles sont justement les synergies entre ces deux technologies?
Merci, professeur Bachis. Tout d'abord, je tiens encore une fois à vous remercier pour l'invitation. Je tiens à remercier l'ESLESCA Business School de Rabat pour l'organisation de ce webinaire autour d'une thématique vraiment captivante et inspirante. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour échanger avec mon cher professeur Sador et vous-même, professeur Bachis, autour de ce sujet d'actualité par excellence. Je pense que, et je suis convaincu du fait que nos échanges ce soir vont motiver et pousser des jeunes et des moins jeunes à embarquer et à monter à bord du train du progrès technologique et de l'intelligence artificielle en particulier. Parce que quand on voit vraiment, et c'est ça donc, je pense qu'il a fait un panorama rapide là-dessus, quand on voit vraiment la vitesse avec laquelle le progrès technologique il avance, c'est clair qu'on n'a plus le choix. Hein. C'est soit qu'on embarque, soit qu'on est vraiment dépassé par ce qui se passe. Et plus on tarde à embarquer, à monter à bord, plus on va trouver des difficultés à suivre, à se rattraper. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser tous les domaines d'activité, toutes les industries, tous les secteurs d'activité. La finance, bien sûr, ne fait pas l'exception. La finance, avec ses particularités, on va dire, d'un domaine où il y a une volumétrie des données, où il y a un besoin constant de rigueur, d'exactitude, de ponctualité, c'est un champ fertile de développement des progrès technologiques et des innovations technologiques. On peut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a profondément transformé le secteur financier. Et attention, ce n'est que le début. Hein. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment l'étape embryonnaire. Ce qui va arriver par la suite, les choses vont encore s'accélérer de plus en plus dans les 10, 15, 20 prochaines années. Parce que tout simplement, bon, c'est vrai, si on fait le constat, par exemple, au Maroc, l'adoption des nouvelles technologies en général et de l'intelligence artificielle en particulier, c'est un petit peu hétérogène. Hein. C'est en fonction des secteurs d'activité, c'est en fonction de la taille des entreprises. Donc, quand je dis la taille, pas forcément les grandes entreprises sont les plus digitalisées. Parfois, on peut trouver des startups, des PME, des très petites entreprises qui sont mieux structurées. Quand je dis mieux structurées, ça veut dire la structure digitale, hein, la structure des données, l'architecture de sauvegarde des données. C'est plus digitalisé, c'est plus professionnel, etc. Parfois, ça dépend aussi de la mentalité des dirigeants et des actionnaires qui sont derrière. Est-ce que ces gens-là, ils croient vraiment en le potentiel de digital à transformer leur entreprise et à créer de la croissance et de la valeur pour l'entreprise? Parce que finalement, quand on dit IA ou technologie de façon générale, c'est des sous, hein, c'est des budgets d'investissement qu'il faut miser justement, et il faut être vraiment convaincu de l'utilité de la chose et de la rentabilité de la chose. Mais quoi que ce soit, on peut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, que ce soit au Maroc ou ailleurs, a apporté des améliorations vraiment très significatives, pour ne pas dire révolutionnaires, en matière de rapidité, en matière d'efficacité, en matière de précision, en matière de réduction des délais, etc. Maintenant, vous avez parlé de la RPA, cette technologie qui a fait ses preuves et qui a montré son utilité dans plusieurs secteurs d'activité, en particulier la finance et la santé. Pourquoi ces deux secteurs en particulier? Parce que tout simplement, ce sont deux secteurs où l'exactitude et la conformité des informations sont essentielles. Et à partir de là, on peut dire que, bon, déjà à la base, la RPA, c'est une technologie qui a pour objectif d'automatiser l'exécution des tâches répétitives, chronophages, routinières, qui sont consommatrices à la fois de temps et d'énergie. Et cette technologie, il faut savoir, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Hein. La RPA, ça existe depuis plus de 40 ans. Sauf qu'on peut dire que ces dernières années, la RPA, il vit sa phase de plein essor. Pourquoi? Parce que tout simplement, les technologies derrière ont bien évolué. Et comme toute technologie, la RPA est passée par plusieurs étapes de développement, de maturité. Au début, on parlait de la RPA assistée, après on parle de la RPA non assistée, et puis on est arrivé à l'ère de la RPA 3.0, ce qu'on appelle la RPA autonome. Aujourd'hui, on parle de la RPA 4.0, ce qu'on appelle la RPA cognitive. C'est un mixte entre la RPA plus l'intelligence artificielle, qui donne ce qu'on appelle l'IPA, l'Intelligence Process Automation, qui, combiné à des technologies, par exemple, de NLP ou de machine learning, il est capable de réaliser des miracles en matière d'analyse prédictive, en matière d'extraction des données, en matière de traitement des données massives, etc.
Aujourd'hui, la RPA continue toujours d'assurer ses fonctions de base, qui sont au nombre de trois. Hein. D'abord, l'exécution des tâches humaines, tout ce qui est saisie, alimentation des ERP, faire des copier-coller, faire des imports-exports, etc. Ça, c'est le basique du basique. Puis, la fonction d'exécution des tâches associées à des règles, par exemple, la gestion de workflow, l'exécution de certaines procédures, de certaines vérifications, faire des calculs. Après, si on rajoute une couche IA, ça va encore plus loin. Par exemple, aller récupérer des données d'une base externe, ce qu'on appelle la technique de scrapping, ou bien la technique de l'OCR, l'Optical Character Recognition. Ça veut dire la reconnaissance à partir d'une image, d'un document scanné, un PDF, etc. Reconnaître les caractères et faire une action par la suite. Ça, c'est quelque chose qui a énormément servi les départements comptables, en particulier dans la comptabilisation des factures, etc., qui se faisait avant de façon manuelle. Aujourd'hui, c'est 100% automatisé. Et après, il y a aussi une fonction importante qui est l'exécution des tâches automatisées entre applications. Et ça, c'est quelque chose dont on souffrait énormément dans les départements comptables et financiers, et surtout dans les directions financières. C'est un problème qu'on rencontre chez plusieurs entreprises, c'est la multitude des systèmes d'information. On trouve que les achats, ils ont leur propre système, la production, ils ont un autre logiciel, le département logistique, il a un autre logiciel, et la finance, qui finalement centralise tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, a un autre système d'information, et que ces systèmes ne communiquent pas entre eux. Et donc là, grâce à cette nouvelle technologie, on arrive à avoir une certaine passerelle, une certaine canalisation de l'information de façon fluide et rapide. Et à partir de là, on peut dire que la RPA, elle a bien donné des résultats. Bon, si on parle de use case, ils sont très, très nombreux. J'en citerai peut-être 3 exemples, on va dire les plus. On ne peut pas parler de RPA sans citer l'exemple des banques. Les banques, c'est parmi les secteurs les plus consommateurs de la technologie. La RPA, dans le secteur bancaire, c'est utilisé pour la gestion des transactions bancaires, pour la gestion de processus d'octroi des prêts, pour la gestion de la comptabilisation des transactions, pour les opérations d'audit et de vérification. Dans le secteur des assurances, pareil, la RPA il est d'une extrême utilité dans le traitement des réclamations, dans le traitement des appels. Dans d'autres secteurs, par exemple, le retail, j'avais passé une expérience dans un groupe de retail. La RPA, elle est extrêmement aussi importante et utile dans l'utilisation, dans la gestion des inventaires, la gestion des stocks, dans la gestion des retours de marchandises, des promotions, des programmes de fidélisation. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'investissement ou l'automatisation des process financiers, que ce soit grâce à la RPA ou l'IA ou les deux, c'est devenu une priorité stratégique pour les entreprises. Parce que tout simplement, ils voient clairement qu'ils gagnent en productivité, ils réduisent les coûts. Ça permet aussi une réduction de risque de l'erreur humaine, très important aussi, et ça permet aussi de gagner en fluidité, en efficacité et en augmentation de la productivité. Juste pour terminer, un dernier chiffre, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la productivité. Il y avait une étude qui a été menée par le cabinet McKinsey et qui a montré que les entreprises qui adoptent des solutions RPA dans les process financiers arrivent à réduire leurs coûts opérationnels entre 20 à 30%, ce qui est quand même une opportunité immense pour les entreprises qui cherchent à gagner en productivité et en agilité. Merci beaucoup, Anas Radi, pour cet élan d'explication. J'apprécie tout particulièrement votre clairvoyance et le fait que vous fassiez la part des choses. Proclamer que l'intelligence artificielle, on est encore dans un stade embryonnaire, c'est-à-dire que ça va monter en crescendo dans le futur. Alors, vous avez essayé de souligner le fait que la gestion robotisée des processus nous fait gagner énormément de temps pour les tâches chronophages, pour la suppression des tâches redondantes, ce qui va nous aider à avoir une automatisation des processus, une rationalisation des dépenses et laisser justement les responsables et les décideurs financiers vaquer à leur occupation majeure qui est la prise de décision éclairée. Alors à présent, il s'agit d'appréhender la thématique d'un prisme assez macroéconomique, systémique. L'histoire nous l'a démontré. Nous ne sommes pas à l'abri d'une recrudescence de récession économique, l'avènement d'une éventuelle crise financière localisée qui par effet de domino se transformerait en une crise systémique. Et justement, ceci est plus dans vos cordes, Hicham Sadouk. J'aimerais vous entendre là-dessus, de par la question suivante. Comment justement l'intelligence artificielle transforme-t-elle l'évaluation
des risques financiers et de quelle manière ces innovations contribuent-elles à renforcer la résilience des organisations et des institutions financières face à la multiplicité de ces crises économiques? Bon, je vais commencer par décortiquer un petit peu la question parce qu'elle me semble qu'elle est un peu complexe. Dans un premier temps, j'aimerais juste revenir en fait à un élément qui me semble qui est très important. Ça veut dire lorsqu'il y a une innovation ou des inventions, il nous faut un certain laps de temps pour qu'on puisse à la limite jauger, évaluer l'impact de cette technologie, que ce soit au niveau micro, au niveau de l'entreprise ou même au niveau macro, au niveau global. Parce que ce que nous apprend l'histoire, c'est qu'on sait pertinemment que les ordinateurs, l'arrivée d'électricité, ce que j'ai cité, ça on est sûr. Mais maintenant, l'intelligence artificielle, ça va venir, elle commence à être implémentée au niveau des organisations, au niveau étatique. Mais il y a quasiment un certain consensus. On sait pertinemment qu'est-ce qu'on a à perdre, mais personne n'est capable de vous dire qu'est-ce qu'on a à gagner. Ça veut dire qu'on n'arrive pas, il n'y a pas pour l'instant un retour sur investissement. On va parler de la finance tout à l'heure, j'imagine, avec les métiers. Il n'y a pas un retour investissement et ça, ce n'est pas récent. Problématique en fait de la technologie depuis les années 80. Il y a même le prix Nobel d'économie en 1989, Solow, qui a eu en fait ce prix parce que tout simplement, il dit que les ordinateurs, ils sont là, la machine, elle est là. Mais on n'arrive pas à estimer le vrai retour sur investissement, ce qui a été dit en fait tout à l'heure par Anas, cette productivité. La productivité, voire même en fait les 2 dernières décennies, elle est en chute par rapport à la productivité des années 80 et des années 90. La productivité du facteur capital et facteur travail, pour des tas de raisons. Et pourtant, on se digitalise beaucoup, il y a beaucoup plus de technologies. C'est comme si je vous dis aujourd'hui, on a un webinaire. Ce n'est pas parce qu'il y a un webinaire que le savoir et la connaissance au niveau planétaire, il est en train d'augmenter. Donc, la technologie, elle est là, mais ce n'est pas encore sûr. Mais on sait pertinemment, s'il n'y avait pas le webinaire, l'accessibilité et l'inclusion, elle sera mauvaise. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je veux insister en termes un petit peu global. Deuxième point, au niveau de l'impact, ne serait-ce que sur les secteurs d'activité, on le sait. L'intelligence artificielle, c'est un élément très important parce que tout à l'heure, en écoutant Anas, j'ai envie juste de distinguer 2 éléments importants. Premièrement, il y a des choses qui sont automatisables. Et donc, quand on dit automatisable, c'est-à-dire dans les métiers de finance, on peut parler de la médecine aussi, puisque le secteur qui sera le plus impacté par l'intelligence artificielle et sur lequel il va y avoir une grosse valeur ajoutée, c'est le domaine de la santé. Mais si c'est la finance qui nous intéresse, il faut distinguer 2 types de métiers. Il y a des métiers qui sont dans la finance, ce qu'on peut appeler la basse finance et la haute finance. Ça veut dire la finance un peu, pour certaines personnes, la finance noble. La finance, on va dire, simplifiée. Ça veut dire tout ce qui est aujourd'hui dans les métiers de la finance, tout ce qui peut être automatisable, forcément, l'intelligence artificielle, elle va le ravager. Et peut-être on n'a même pas besoin d'intelligence artificielle, on a besoin juste de systèmes d'information, on a besoin juste d'un logiciel, et ça existe déjà. Si vous prenez, par exemple, les problématiques de la comptabilité, on ne va pas dire que le métier de la comptabilité, est-ce qu'elle a de l'avenir? Elle n'a pas d'avenir. Est-ce que vous prenez aujourd'hui une facture et vous la scannez? Cette intelligence artificielle qui est apprenante, elle va lire en fait ce qui est marqué là. Ah, vous achetez quelque chose, voilà le prix hors TVA et tout ça. Automatiquement, il a appris comme le cerveau humain. Est-ce que c'est à débiter, à créditer? Automatiquement, vous allez le trouver dans les grands livres, dans un journal ou dans un bilan. La même chose quand vous faites de l'analyse financière. Vous faites de l'analyse, transformer un bilan fonctionnel vers un bilan financier avec des ratios, calculer ceci. Donc, ces postes de retraitement, ces ratios qu'on calcule et sur lesquels on passe beaucoup de temps, ben forcément, est-ce que ça a de l'avenir? Ça n'a pas d'avenir. Vous prenez les tableaux d'amortissement linéaire, dégressif, avec les coefficients, tout ça, est-ce que ça a de l'avenir? Ça n'a pas d'avenir. La machine, elle va venir chambouler tout ce genre de métier sans, on va dire, dans l'ère de quelque chose qui est dépassé. Par contre, je ne crois pas en fait à la valeur d'ajouter moi personnellement, puisque aujourd'hui Excel, il fait les tableaux d'amortissement. Et je peux dire qu'on perd beaucoup de temps à faire des choses aujourd'hui qui sont déjà là par la machine. Tout ce qui est maths financière, la comptabilité, vous voulez faire de la gestion de trésorerie, l'analyse financière. Donc, tous ces métiers qu'on peut appeler de la finance d'entreprise et tout ça, il est automatisable parce que vous avez les mêmes ratios. Donc, la machine, elle peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui dans nos organisations? Pas ça, c'est un autre sujet. Mais l'intelligence artificielle, c'est la capacité de réfléchir et d'apprendre. Ça veut dire qu'on ne lui inculque pas des ratios et des formules, elle va essayer de l'exécuter.
Elle est en train d'apprendre, et là, je la vois dans d'autres types de finances. C'est surtout dans la finance de marché, tout ce qui est finance internationale. Pourquoi? Parce que vous avez des sommes d'informations qui sont impossibles de les traiter humainement, et surtout avec la cadence et la rapidité avec le monde, il est en train d'évoluer. Vous avez les matières premières aujourd'hui, comment ils évoluent, vous avez le marché obligations, vous avez l'interaction de plusieurs variables. L'être humain devant une machine, vous prenez beaucoup de temps, et donc la décision, soit elle n'est pas précise, soit elle est lente. Et donc l'intelligence artificielle, cette capacité de neurones qui sont illimitées au niveau de leur capacité cognitive, et les big data que vous avez aujourd'hui d'une manière un peu macro, parce que c'est très difficile de comprendre un phénomène aujourd'hui au niveau de la finance de marché. Quand je dis finance de marché, je ne parle pas de la bourse. Je parle des matières premières, je parle des produits dérivés. Enfin, les éléments où vous avez les interférences qui sont presque illimitées. Donc là, l'intelligence artificielle, on peut modéliser pour faire des prévisions qui sont beaucoup plus raffinées pour essayer, si vous avez en fait le bon modèle et si vous avez la bonne IA, c'est que vous avez la possibilité de se positionner sur certains actifs ou avoir certaines positions au niveau de la finance internationale ou ce qu'on appelle la finance de marché d'une manière beaucoup plus privilégiée que quelqu'un d'autre. Donc c'est en cela, dans ce métier-là, me semble la révolution de l'IA par rapport à cette thématique-là de la finance. Mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout ce qui est, par exemple, comptabilité, finance d'entreprise, tout ce qui est ratio, mécanisme fixe et qui ne nécessite pas une réaction instantanée, la masse de données, elle est limitée. Là, le robot, il peut le faire. On n'a pas besoin même de l'IA, puisque l'IA, encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est la capacité d'apprendre à désapprendre pour mieux apprendre. Ça veut dire qu'elle fait à peu près comme l'être humain. Il a des idées. À un certain moment, il doit enlever une idée pour mettre une autre idée, enlever un ratio pour mettre un autre ratio. Mais tout ce qui peut être automatisable par la suite, je crois que on est déjà en fait dans ces éléments-là, à travers même les logiciels, les ERP, les systèmes d'information. Votre question, si je commençais en fait à la décortiquer en deux éléments, est-ce qu'il va y avoir en fait, si j'ai bien compris la question, puisque j'en suis pas sûr, si l'intelligence artificielle va avoir des agitations ou va avoir des effets sur des crises. En fait, il faut essayer de voir en fait cette intelligence artificielle comme un cerveau géant, ce que je peux appeler un surhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'avoir des prévisions de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus fine. Est-ce que le fait de prévoir, ça va lui permettre d'éviter ce qu'on appelle la crise? Parce que la crise qui nous guette aujourd'hui, c'est une crise géopolitique. Est-ce que l'intelligence artificielle fait qu'il n'y aura pas une troisième guerre mondiale? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'intelligence artificielle, la deuxième crise qui nous guette, c'est le climat? On peut comprendre le phénomène, mais est-ce qu'il y a un consensus où des institutions politiques internationales qui ont encore cette hégémonie pour nous éviter ce qu'on appelle les crises existentielles? C'est pas sûr. C'est pas parce qu'on a compris un phénomène qu'aujourd'hui on a une capacité de les éviter ou de les contourner. Donc là, c'est une technologie dont peut-être le temps est arrivé, qu'on le veuille ou pas, elle va venir s'imposer. Elle va nous faciliter les choses qui sont redondantes, les choses qui sont chronophages, les choses qui sont répétitives. Ça va venir, par exemple, ce que je viens de vous dire, il y a des métiers qui vont disparaître. Il n'y a aucun mal à l'admettre, à l'accepter. Ce que je dis, tout ce qui est redondant, la comptabilité, des choses comme ça, c'est d'ailleurs dans le propre de la vie, dans le cycle de la vie, ce qu'on appelle cette destruction-création, la théorie schumpeterienne. Il faut qu'on détruise des choses pour qu'on puisse créer des choses qui ont de plus valeur ajoutée. Donc, certainement, elle va venir faire ce genre de choses. Mais de là, je m'utilise un terme de fantasmer sur cette intelligence artificielle qu'elle va venir changer complètement, créer des crises, c'est possible. Mais peut-être, ça, certains chercheurs travaillant sur l'intelligence, la problématique de la régulation et la problématique d'éthique, il y aura sûrement des problèmes de régulation, problèmes d'éthique, peut-être qu'on va discuter par la suite. Mais générer des crises, créer des crises, c'est pas sûr parce que nous sommes déjà dans des crises. Nous sommes déjà dans des crises, pas parce que nous ne nous comprenons pas, parce que tout simplement, il n'y a pas des convictions sincères et surtout, il n'y a pas une vraie gouvernance mondiale, puisque tout à l'heure, on parlait de CO2, on parlait de l'environnement. Tout le monde est conscient, mais qui va prendre l'initiative d'imposer à l'autre ce qu'il a à faire et ne pas faire? Vous n'avez pas des instances comme l'ONU qui a cette capacité de venir imposer à certains pays, pas à d'autres, de faire ceci ou ne pas faire cela. Donc, il ne faut pas, peut-être, à mon avis,
faire dire ou faire valoir à l'intelligence artificielle ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne peut pas faire. Certes, encore elle peut nous libérer pour avoir plus de temps libre et surtout pour ne pas avoir de la répétition, mais qu'elle génère des crises, tout ça, ça me paraît un peu exagéré. Merci beaucoup, Hicham Sador, pour avoir donné de votre science et de votre savoir. J'avais l'intime conviction que vous alliez partir dans des envolées lyriques dans cette question macroéconomique, ce qui fait de vous un orateur hors norme. Et c'est pour ça que je fais appel à vous à de multiples reprises pour des manifestations scientifiques. Alors, vous avez évoqué le fait que la substitution de l'intelligence artificielle à des métiers phares de la finance, on va l'évoquer un peu plus loin dans notre webinaire aujourd'hui. Alors maintenant, j'aimerais m'intéresser toujours dans le même ordre d'idées, à l'évaluation des risques, mais cette fois-ci dans une logique prédictive. C'est-à-dire que je vais me tourner vers vous, cette fois-ci, Anas Radi, avec la question suivante. Est-ce que vous pourriez démystifier pour nos auditeurs aujourd'hui comment l'intelligence artificielle, pour l'analyse prédictive des marchés, combinée à des modèles d'apprentissage automatique, comment elle transforme l'analyse des données dans la gestion des risques dans le secteur financier? Quels avantages justement concurrentiels cela procure-t-il aux organisations en matière de pilotage de la performance? C'est clair, vous êtes en train de toucher à des points qui sont considérés comme étant les points forts de l'IA. Tout ce qui est analyse des données massives, tout ce qui est analyse prédictive ou encore la gestion de risque, ça, c'est des domaines où l'IA brille de mille feux. Parce que tout simplement, sur ces aspects-là, l'IA, en fait, on ne voit pas uniquement que l'utilité de l'IA, mais on voit également la force de l'IA par rapport à ce que peut faire un être humain. Et encore aussi, ce sont des domaines qui sont extrêmement importants pour les entreprises modernes qui souhaitent justement prendre des décisions stratégiques sur des bases éclairées et bien fondées. Si je prends le premier volet, c'est-à-dire l'analyse des données, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère avec l'avènement de l'IA générative, qui, à la différence de l'IA classique, se concentre plus sur la production ou la génération de contenu. Ce contenu, il peut être du texte, il peut être de l'image, de la vidéo, du son, de la musique même, si vous voulez. Donc, c'est une IA qui produit de contenu. Alors, nous, dans les directions financières, en général, on avait plus l'habitude de travailler avec des IA qui, par exemple, l'OCR, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet la reconnaissance optique des caractères. Alors là, ça avait chamboulé à un certain moment le quotidien du comptable. Il y avait quand même une liste de factures à comptabiliser manuellement. Aujourd'hui, une fois on scanne la facture, à partir de l'image, l'OCR il est capable de détecter le nom de fournisseur, le libellé de l'opération pour déterminer l'imputation comptable, le montant de la TVA pour la reporter sur le compte approprié, le montant TTC, toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut aller encore plus loin, toujours dans ce métier de comptabilité, par exemple, à travers la création de ce qu'on appelle les chatbots. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode. Les chatbots, aujourd'hui, on peut les inclure dans les systèmes de comptabilité. Et là, ça va aller encore plus loin, car le comptable, il peut discuter avec cet agent virtuel. Ça veut dire, en plein processus de clôture, on peut lui poser la question sur le chatbot, comment comptabiliser ce contrat de location sous IFRS 16, par exemple, comment comptabiliser une opération de leaseback. L'agent virtuel va nous donner une réponse complète, et ça c'est technique. En fait, le chatbot, le chatbot le plus connu dans le monde, c'est ChatGPT. C'est développé aussi à la base de l'IA générative. Mais là, les chatbots dont on parle ici, c'est des chatbots qui sont spécifiques. C'est des chatbots qui sont développés pour les directions financières. Alors, quand l'agent virtuel va vous répondre avec le schéma complet de la comptabilisation pour répondre à votre question, il va vous donner même les références normatives. Mais cela suppose, bien évidemment, qu'en amont, on a déjà injecté toutes les références, tous les textes réglementaires et normatifs, tous les textes des normes, etc., sont déjà injectés sur le système pour qu'il puisse répondre une réponse correcte et bien fondée en donnant même les références normatives. Toujours sur cet exemple de chatbot, on peut aller encore plus loin. Ça veut dire que dans le logiciel de la comptabilité, ce même chatbot, il peut vous montrer comment comptabiliser cette transaction pas à pas sur le logiciel.
Ça veut dire qu'il va servir de guide. Et là, c'est du pratico-pratique. Hein. Il va vous dire, voilà, il faut aller, il faut cliquer sur ça et après rentrer le tel ou tel montant et faire ça et faire ça. Donc, c'est vraiment, c'est un guide qui va détailler toutes les étapes de comptabilisation de A à Z. Alors, encore demain, avec l'avènement ou l'arrivée de la facture électronique, ça va aller encore plus loin. Parce que la facture électronique, il va permettre justement d'avoir une donnée qui est plus, entre guillemets, plus propre, plus exploitable, d'accord, par les systèmes d'information. Ça va permettre justement de développer, ça va permettre, comme a dit le professeur Sador, de faire disparaître certains métiers, notamment ce comptable qui faisait la comptabilisation manuelle, mais ça va permettre aussi ces mêmes comptables, ces cabinets d'expertise comptable, d'aller à un niveau supérieur. Ça veut dire d'offrir des missions à forte valeur ajoutée, parce qu'ils ont l'expertise, hein, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience, etc. À ce moment-là, on peut, puisque le travail de production, il peut être 100% automatisé, on peut se focaliser sur des métiers, sur des missions à très forte valeur ajoutée, des missions pointues qui vont apporter de la valeur aux clients. Bon, malheureusement, aujourd'hui, si on parle, on va dire, constat ou diagnostic terrain, on remarque par exemple que la plupart des cabinets d'expertise comptable au Maroc, ils passent la majorité, sinon la quasi-totalité de leur temps dans la prod, dans la production. Pourquoi? Bon, c'est soit parce que le cabinet n'est pas outillé, soit parce que le client n'est pas outillé pour produire des informations de façon automatique, soit les deux ne sont pas outillés, ni le cabinet ni le client. Et là, ça fait perdre vraiment beaucoup d'opportunités à nos experts. Contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux, par exemple, dans des pays plus développés, on voit que les cabinets d'expertise comptable ne font presque plus de la prod. La prod, elle est 100% automatisée et les experts comptables, ils se concentrent sur des missions à très forte valeur ajoutée. Si on parle par exemple aussi de second point, celui relatif à l'analyse prédictive. Alors là aussi, c'est un point fort de l'IA. Le fait de permettre aux entreprises de prédire l'avenir et d'anticiper ce qui va arriver par la suite grâce à l'analyse des données passées, mais grâce aussi à la combinaison d'un ensemble de paramètres qu'on peut récupérer de plusieurs sources de données. Ça permet justement, pour répondre directement à votre question, de prendre beaucoup de longueur d'avance par rapport aux concurrents qui n'utilisent pas ces systèmes prédictifs. L'exemple, par exemple, Bloomberg, hein, c'est un géant qui utilise aujourd'hui des millions d'informations récupérées de plusieurs marchés financiers, mais pas que des informations qui proviennent de marchés financiers. Il récupère aussi des informations des actualités économiques, des médias sociaux, des tendances sectorielles. Et tout ça, on analyse pour permettre aux traders et aux gestionnaires de portefeuille d'anticiper les bonnes opportunités d'investissement, mais aussi de capter les signaux d'alerte et d'alarme sur des risques potentiels avant que les autres réagissent. C'est pour ça que ça permet d'avoir un avantage concurrentiel et une longueur d'avance par rapport aux concurrents. Pour donner un chiffre précis, il y avait une étude de PwC qui a montré que l'utilisation de l'IA dans l'analyse prédictive augmente la performance de portefeuille d'investissement entre 15 à 20%. Ça permet quand même, on peut le considérer comme étant un levier important dans la gestion de ce qui est portefeuille et dans la gestion de l'activité de conseil. Enfin, pour la gestion des risques, là aussi, on peut dire que l'intelligence artificielle a métamorphosé la façon avec laquelle les entreprises identifient et gèrent leurs risques. Parce que, bon, historiquement, le risque était géré en se basant sur l'analyse des historiques. Quand un client se présente devant une banque pour avoir un crédit, pour évaluer son degré de solvabilité, on va voir ses comportements passés. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin. Alors, certes, on va toujours analyser les données passées, mais on va analyser des données présentes. Ça veut dire son comportement actuel sur les réseaux sociaux, sur le comportement d'achat, sur les sites de e-commerce, sur son comportement d'achat avec sa carte bancaire dans les supermarchés, etc. Et tout ça pour avoir un score qu'on va donner à ce client qui reflète au mieux, de façon plus pertinente et de façon, on va dire, proactive, sans risque de solvabilité. Et aujourd'hui, il y a des fintechs qui ne travaillent que sur ça, sur cette niche d'évaluation de risque critique. Donc, c'est clair que l'intelligence artificielle, vraiment, il est d'une extrême utilité sur ces volets-là, analyse de risque,
analyse prédictive et aussi la gestion des données. Parce que quand on parle de l'analyse des données, ben, c'est clair, on oublie souvent d'évoquer ça parce que finalement, il n'y a pas d'IA sans données. On parle des solutions, on parle des logiciels, etc. Mais si on n'a pas à la base la donnée, ben, on n'a rien finalement. Et donc, il faut d'abord que les entreprises puissent en fait, préparer une base de données ou des bases de données qui sont bien structurées, bien sécurisées, etc., avant qu'on puisse parler d'intelligence artificielle. Je vous remercie, Nasser Radi, pour votre précision chirurgicale dans votre dispensation et dans votre dissémination des informations. Je rappelle tout juste que l'étude que vous avez évoquée est une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers, l'un des Big Four. Et il est vrai que l'intelligence artificielle peut aider vraisemblablement les gestionnaires de portefeuille et les traders en matière d'anticipation et d'interprétation des insights et des tendances pour prendre des décisions plus éclairées. Alors, je rappelle juste à nos auditeurs aujourd'hui qu'ils peuvent poser des questions pour nos deux keynote speakers aujourd'hui dans la conversation de la réunion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les à nos keynote speakers. Alors, maintenant, nous arrivons peut-être à la dernière ligne droite de ce webinaire, et où il est pour moi impossible d'occulter ou encore de balayer d'un revers de main la question éthique ou réglementaire, étant donné qu'un développement maîtrisé des processus, oui, mais sans freiner l'innovation, n'est-ce pas? Alors, grâce notamment à une gouvernance plus adéquate. Et je pense que Hicham Sador, vous avez plus la matière à répondre à cette problématique en particulier. Donc, je vais formuler ma question de la manière suivante. Quels sont justement ces défis liés à la conformité réglementaire et aux questions éthiques soulevées par une utilisation peut-être outrancière de l'intelligence artificielle et dans le secteur financier? Comment la dépendance croissante à la technologie peut-elle accroître les risques associés à ces enjeux? En fait, pour répondre à votre question, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à l'intelligence artificielle. Chaque fois, il y a eu une certaine technologie, cette technologie, elle commence à avoir une emprise sur l'être humain. Bien évidemment, l'impact de cette technologie, elle va dépendre de la manière comment l'homme en général, il se comporte, il est en train de gérer. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on va passer à un niveau un peu plus supérieur par rapport à ce que nous avons connu dans le temps. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué le problème du climat. Dès qu'on a découvert le moteur à combustion avec le charbon, tout ça, on a fait en 2 siècles ce que l'humanité n'a pas fait en 5 milliards d'années en termes de pollution. Vous voyez la même chose au niveau de l'ordinateur, avec les réseaux sociaux, avec le digital, donc il y a toujours en fait ce risque. Maintenant, en fait, les prédictions avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de récent. Parce que l'imaginaire de l'être humain, il est toujours puissant et depuis le 19e siècle, même au 20e siècle avec le fameux film de Terminator, on voit que l'homme, il doute toujours qu'il est capable de créer quelque chose, cette chose-là, elle va le dépasser. Parce que quand vous voyez en fait l'évolution, ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas finalement, on commence d'une manière implicite à comprendre que nous ne sommes pas le surhomme. Nous ne sommes pas les gens qui sont capables de maîtriser le monde et plus nous sommes en train d'inventer certains éléments, il est fort probable dans le process d'apprentissage automatique, parce que c'est ça en fait la force majeure de l'intelligence artificielle par rapport à avant, c'est qu'elle est capable d'apprendre par elle-même et cet apprentissage, elle peut dépasser ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. Et donc, cette image, cette métaphore, cet exemple que nous avons avec le Terminator, c'est que nous allons avoir une machine qui risque de prendre le monopole de notre vie. Nous ne sommes pas en train de faire de la science-fiction, mais encore une fois, dites-vous que chaque fois, la science-fiction, elle a toujours 30 ans, 40 ans, 50 ans d'avance. Vous savez, vous prenez le tactile, vous prenez tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elle était de la science-fiction il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vous disent le risque majeur aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous léguer, elle va nous surpasser et peut-être elle va nous envoyer vers l'abîme. Ça, c'est le premier risque majeur. C'est à partir de cet élément-là, les gens aujourd'hui, on va dire un peu sensés, les voix autorisées, ils vont dire il nous faut de la régulation. Et donc là, il y a tout un débat philosophique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le maximum de liberté ou il faut réguler la liberté? Parce qu'il y a des gens qui vous disent le maximum de liberté avec toutes les problématiques de liberté, ce que ça va générer, c'est beaucoup plus que le contrôle. Donc ça, c'est un débat. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre, par exemple, le continent américain et l'Amérique du Nord. Le continent américain, ils ont cette politique de régulation. Et pourquoi on régule? C'est tout simplement pour essayer de normer les choses, pour éviter en fait ces dérives. Une fois on a compris cet élément-là, on va mettre
on va dire, des normes, des lois pour essayer de savoir où on va intervenir. Par exemple, au niveau de la biologie, on sait que la biologie, elle est capable de créer l'humain à partir de zéro, à partir de rien du tout. Mais en termes biologiques, on intervient pour essayer de réguler, pour laisser en fait cette éthique au niveau de la créativité, au niveau de l'homme. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est discutable. Deuxième point qui me semble intéressant au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont capables, parce que tout à l'heure, en fait, on évoquait ce problème de prédictivité, la prédiction à travers les datas. L'homme, en général, l'utilisateur des réseaux sociaux, il a accepté de donner des données privées sur lui-même, sur les réseaux sociaux, en contrepartie d'un service. Donc finalement, il est client, donc il donne des données. À partir de ces données-là, on arrive à prédire, quand vous êtes sur Google aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par rapport à votre comportement, on sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et à partir de ça, on vous fait des propositions. Donc l'IA, elle va renforcer ce caractère-là. Donc elle ne va pas venir forcément faire quelque chose en termes de comportement ou connaître le client. Le client, on le connaît déjà à partir de peu d'informations. Mais l'intelligence artificielle, elle est capable d'aller chercher des informations un peu partout, forées, dans des données massives. Elle est capable de connaître en fait la personne mieux que lui-même. C'est-à-dire quand vous vous regardez dans le miroir, des fois, on est incapable de reconnaître nos défauts. Elle est capable de le savoir. Elle est capable de savoir nos qualités et nos défauts et peut-être même nous relater nos défauts. Vous ne vous réveillez jamais, en fait, avec tout le malheur que nous avons dans le monde. Il n'y a personne qui se lève le matin qui vous dit « je suis mauvais ». Je suis un corrompu. On sait que la corruption, elle est partout. Il y a des gens qui sont mauvais, mais il n'y a personne qui se lève le matin et vous dit je suis corrompu, ou je ne suis pas sérieux, ou je ne suis pas sincère. Le premier élément en termes, on va dire, de moralité, en termes d'éthique, en termes de régulation, c'est qu'un jour, vous allez avoir l'IA qui se lève le matin et vous dit vous avez passé 3 heures à faire ceci, cela, parce que, par encore une fois, les ramifications, elle va vous donner un score, elle va vous donner une note. Cette note-là, elle est de 0 sur 20. Vous êtes quelqu'un de soi-disant gentil, vous êtes pieux, vous êtes aimable. Mais ça, c'est la première phase, c'est le masque. Elle va faire tomber le masque. Donc, premièrement, je crois qu'elle va venir secouer nos rapports aux valeurs et nos rapports aux principes. Et d'ailleurs, là, maintenant, déjà, j'imagine tous l'auditoire, quand vous voyez, vous avez passé 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça vous choque. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui, malgré les reproches, les critiques qu'on peut faire aux réseaux sociaux, mais nous sommes des gens addicts. Ça veut dire une schizophrénie, elle est là, mais elle ne dit pas son nom. Donc, un jour, l'intelligence artificielle, elle va mettre les vrais termes sur le bon comportement que nous avons masqué pour des tas de raisons. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui me semble important et qui est un peu dangereux, c'est qu'on va arriver à certaines périodes où cette intelligence artificielle, elle va encore dévoiler ce n'est pas que ce que nous ne voulons pas savoir, ce qui est peut-être la réalité. La réalité dans le sens où toutes les problématiques de discrimination que nous avons aujourd'hui, il se peut, les discriminations raciales, religieuses, sociales, culturelles, aujourd'hui, en fait, on est en train de les refouler pour des tas de raisons. Mais il se peut qu'il y ait de l'objectivité dans ça. Je donne un exemple concret pour l'auditoire. Ça veut dire cette intelligence artificielle, elle ne reconnaît pas en fait cette problématique, elle est objective, si vous voulez, elle est scientifique. Elle analyse 30 personnes, sur 30 personnes-là, elle va se dire les gens qui ont lu un livre au lieu d'aller vers les réseaux sociaux, c'est des gens qui habitent tel endroit. Socialement parlant, elle habite dans un quartier huppé, quartier riche. Et puis tous les gens, ils sont en train de consommer autre chose. Et donc à partir de cette prédiction, vous allez avoir des candidatures qui vont venir. Donc le modèle, qu'est-ce qu'il a appris à travers l'échantillonnage? C'est que les gens qui habitent dans un quartier, qui sont nés dans certaines familles, qui vivent dans certaines villes, qui ont suivi certains parcours, c'est des gens sur lesquels il faut compter. Et à partir de ça, on va commencer à faire de la discrimination positive sur des choses objectives. Et donc les gens qui vivent dans des milieux défavorisés, qui ne suivent pas certains parcours, qui ont certaines religions, qui vivent dans certains pays, elles ne sont pas valables. Donc ce que maintenant les gens, ils nous disent, on dit qu'il y a beaucoup de subjectivité, c'est pas basé, et il se peut, comme pour l'hypocrisie, les masques, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure, personne ne vous dit je suis méchant, je suis mauvais, je mérite l'enfer et pas le paradis, personne ne vous dit ça. Ben, peut-être l'intelligence artificielle elle va venir nous raconter certains éléments que nous considérons, nous, au lieu de dire en fait cette ségrégation que nous sommes en train de vivre, elle est fondée sur des éléments qui sont objectifs et qui va devenir irréprochable et qui va créer en fait une césure entre ce qu'on appelle les ethnies, les sociétés, même au sein de la même société.
la notion de la classification, la notion de classe. Il y a des classes qui méritent certaines choses et des classes qui ne le méritent pas. Et ça, c'est, en termes éthiques, ça pose un problème parce qu'en termes humanisme, on voulait faire en sorte de généraliser certains éléments et trouver, on va dire, des explications à des phénomènes de cette nature-là qui ne relèvent pas de la personne, mais qui relèvent par rapport à l'environnement, par rapport au contexte. Ça veut dire, si je suis ce que je suis, ce n'est pas grâce ou à cause de moi, c'est par rapport au milieu qui est forcément le mien. Et donc là, un jour ou un autre, on va se réveiller avec l'intelligence artificielle qui va nous remettre peut-être dans la vraie évaluation des choses. Si on revient à la finance, vous prenez les problématiques de l'analyse, on fait tout à l'heure, du risque. L'analyse de risque aujourd'hui, et ça revient aussi à l'éthique, il est presque basique, dans le sens où on va analyser une entreprise ou même un particulier à partir de son revenu. Mais on ne regarde pas son mode de dépense. On ne regarde pas comment il passe son temps en termes de risque maladie. Est-ce qu'il est addict aux réseaux sociaux? Si demain, vous avez une intelligence artificielle qui est capable de faire l'analyse crédit sur la base non pas financière, mais aussi sur la base non financière. Ça veut dire cette personne qui est crédible, solvable ou pas solvable, ce n'est pas parce qu'il a un revenu ou il a un chiffre d'affaires ou un résultat. C'est parce que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est sérieux. Ça veut dire quelqu'un qui travaille, qui passe son temps, qui fait du sport, qui fait… Donc, vous collectez toutes ces données-là, ça va vous permettre d'analyser le risque d'une manière beaucoup plus fine et vous pouvez même développer quelque chose, contrairement à ce que je viens de dire tout à l'heure, inclusif dans le sens où vous pouvez accorder des crédits et de l'argent à des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que pour l'instant, quand vous allez voir le banquier, il vous évalue sur la base de ce que vous possédez, pas par rapport à votre potentiel. Ça, c'est toutes les problématiques des startups. Si vous êtes capable, à travers ces informations, de savoir le prototype de cette personne-là, vous dites, cette personne, il est méritant, même s'il a 0 dirham sur son compte, même s'il n'a pas de chiffre d'affaires, mais j'ai des tas d'informations non financières, immatérielles, qui me permettent de dire cette personne, il est sérieux. Et dans ce cas, on peut donner de l'argent à ceux qui n'ont pas d'argent. Et comme ça, peut-être on va contribuer dans le développement du territoire et dans l'inclusion sociale. Excellent, Hicham Sadok, merci beaucoup pour votre analyse philosophique popérienne de la question. Donc justement, en nous arrivant à un point qu'on a préalablement évoqué tout à l'heure sur le fait que l'intelligence artificielle prenne davantage de galon et de contenu jusqu'à soulever peut-être le fait que ça va se substituer à des métiers phares de la finance. Alors, ça va peut-être faire l'objet d'une thématique, d'une conférence ultérieure, parce que le sujet en vaut clairement le détour, mais j'aimerais quand même tirer profit de votre expérience, Anas Radi. Ce sera ma dernière question, hélas, que je formulerai de la sorte. Quelles sont justement les tendances émergentes et technologies disruptives qui sont susceptibles de redéfinir les modèles d'affaires dans le secteur financier et comment ces changements peuvent-ils influencer les comportements ou les compétences, les rôles des professionnels dans la finance dans les années à venir? Alors, je vais essayer d'être très bref sur ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas redéfini et modernisé que les process financiers au sein de l'entreprise. Elle a même chamboulé certains business models de certains secteurs d'activité. On a carrément des secteurs d'activité qui sont nés grâce au développement technologique. Si on prend l'exemple des néobanques, si par exemple il y a 20-30 ans, on va dire à quelqu'un que vous allez gérer votre compte bancaire depuis votre téléphone portable, ça aurait été en fait semblé que de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. On a des banques qui sont 100% dématérialisées, 100% en ligne, sans existence physique. Il n'y a pas d'agence bancaire, il n'y a pas de personnel en front office. Et ça arrive à proposer des services à très forte valeur ajoutée, des services qui sont faciles parce que généralement, le client il interagit avec le chatbot, avec son application et on arrive à subvenir à répondre aux besoins du client de façon rapide et très, très fluide. Aujourd'hui, on a des success stories ou des exemples d'affaires qui ont très, très bien marché. Et c'est un secteur d'avenir. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans le futur. On a l'exemple, par exemple, de Nickel qui a été racheté par BNP Paribas. En fait, ces startups de néobanques, ils connaissent un franc succès en Europe, principalement, où il y a un engouement pour ce genre de business. Il y a aussi le concept de crowdfunding ou de crowdlending
qui est une idée qui a connu beaucoup de succès de par en fait, l'originalité du concept. C'est des plateformes tout simplement qui mettent en relation les porteurs de projets, les entrepreneurs qui sont en quête de financement avec des internautes qui jouent le rôle de bailleurs de fonds et qui sont prêts à financer ces projets-là. Et que, en fait, il y a différentes formules. Il y a soit des formules de dons, de prêts remboursables, de prise de participation en capital ou encore de pré-vente à des prix préférentiels. Mais ces plateformes, aujourd'hui, elles utilisent de l'intelligence artificielle dans toutes les phases, que ce soit dans la gestion de la relation client, que ce soit dans l'évaluation des projets, hein, pour recommander justement des projets aux utilisateurs pour pouvoir les financer. Il y a aussi ce qu'on appelle les robots advisors, qui est un business aussi qui se développe. Il y a beaucoup de fintech et beaucoup d'entreprises, de startups aujourd'hui qui se penchent là-dessus. Et là, c'est parce qu'on voit vraiment l'utilité. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'avant, pour être conseiller en matière d'investissement, il fallait recourir à des cabinets, à des personnes, à des conseillers. C'est des êtres humains qui vont faire ce travail. Aujourd'hui, c'est des robots, et les robots sont très puissants sur ce volet-là, parce qu'ils tapent sur des bases de données qui sont très profondes, que l'être humain ne peut pas analyser. Et ça dépasse de loin les capacités d'un être humain. Donc déjà, en matière d'optimisation de la composition de portefeuille, sont plus forts. En matière de rentabilité, les chiffres, ils montrent clairement que c'est 15 à 20% plus rentable que ce que peut faire un conseiller humain. Et en termes de coût, c'est moins cher. Et donc, toutes ces activités-là qui ont vu le jour, que ce soit les robots advisors, les insurtech, les regtech, les comparateurs, ne serait-ce que les comparateurs, c'est des choses aujourd'hui, c'est des business qui se sont développés grâce à l'évolution technologique et grâce à l'intelligence artificielle. Côté métier, je peux dire que, comme a dit César, il y a des métiers qui sont appelés à disparaître. Des métiers généralement qui se basent sur l'exécution mécanique de tâches répétitives, chronophages, etc. Tout ce qui peut être automatisé, on va l'automatiser et c'est clair que les gens qui exercent ces métiers-là seront appelés à développer leurs compétences dans d'autres secteurs d'activité. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a des métiers qui disparaissent, il y a d'autres qui vont apparaître. Il y a des métiers aujourd'hui, quand on parle de data scientist, aujourd'hui, c'est un profil incontournable. Vu qu'on a des données, il faut que ces données soient structurées, soient bien gérées, donc on a besoin des profils sur ça. Il y a des métiers, par exemple, presque de consultants, d'IA appliquée à la finance. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont la volonté d'implémenter des solutions IA, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Et quelles sont les solutions existantes? Donc, ils ont besoin d'un consultant expert qui a une idée claire sur les solutions de marché, sur le besoin de l'entreprise et voir justement quelles sont les solutions qui peuvent être les plus adaptées aux besoins de l'entreprise compte tenu des budgets, des moyens, etc. Il y a vraiment plein d'exemples de métiers qu'on peut citer sur ce volet-là. Maintenant, l'essentiel à dire, c'est que si le thème du webinaire de ce soir, c'est IA, finance réinventée, il faut savoir aussi que les métiers sont appelés à se réinventer et que les programmes de formation dans les écoles et universités sont appelés à être aussi réinventés et que les formateurs sont appelés aussi à se réinventer pour pouvoir s'adapter à cette réalité actuelle. Merci beaucoup, Anas Radi, pour cet éclairage sur l'aspect prospectif justement de l'IA et de ces réinventions des métiers phares de la finance. Alors, avant de déclarer cet événement clos, j'aimerais m'intéresser à quelques questions de nos auditeurs aujourd'hui. Alors, il y a une question qui revient en leitmotiv ici. Alors, une question pour vous peut-être, Hicham Sadouk. Quels sont les défis éthiques et réglementaires à surmonter pour une adoption à grande échelle de ces technologies? Je crois qu'on a répondu d'une manière implicite, peut-être la question a été posée avant, c'est qu'en général, du moment qu'on est devant une machine qui est apprenante, parce qu'encore une fois, en fait, moi, ce qui m'intéresse au niveau de l'intelligence artificielle, c'est cette capacité à apprendre. Ça veut dire que c'est à peu près comme l'être humain, sauf que l'être humain, bien évidemment, il devient de temps en temps, ou peut-être une fois il a une situation de confort, il devient un peu paresseux, il n'apprend pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a du mal à le reconnaître. L'intelligence artificielle, les algorithmes, ils sont faits pour apprendre de manière continue et essayer de revisiter, réinventer le modèle, les prévisions et les idées.
Donc, cette machine apprenante, elle est objective, elle est censée être objective. Et dans cette objectivité-là, en termes d'éthique, elle peut nous relater, nous renvoyer en plein figure des fois des réalités que nous ne voulons pas apprendre, que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons pas savoir. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, on a créé des éléments objectifs ou non objectifs sur la base d'une certaine éthique, parce que l'éthique, ce n'est pas la moralité. L'éthique, elle est flexible. On parle du racisme, on parle de l'exclusion sur la base de certains éléments que l'être humain est fondé à partir de certains paramètres qui sont discutables. Par exemple, si vous avez 10 personnes et vous les jugez, prenez des sexes masculins, féminins et vous prenez que des sexes masculins, il y a une discrimination contre la femme. Même si vous estimez que peut-être ce sexe-là, il a eu de bons résultats, que vous êtes obligé d'une manière ou d'une autre de faire ce qu'on appelle la discrimination positive. On est devant une machine. En termes d'éthique, on est obligé d'une manière ou d'une autre de nous revoir peut-être la façon comment on classifie les choses et comment on est en train d'évaluer, de jauger les choses. Ça veut dire si nous sommes cartésiens, rationnels, on va avoir beaucoup de chocs. Je parlais tout à l'heure même des valeurs, notre rapport à la chose aujourd'hui en termes de sérieux, le bien et le mal. Le bien et le mal, il sera redéfini. Ça veut dire que ce n'est pas si simple aujourd'hui de se poser la question sur la notion de la confiance, sur la notion de la sincérité, sur la notion de fidélité, sur la notion du bien-être. Des éléments comme ça, comme ce que j'ai cité tout à l'heure, il y a peu de gens aujourd'hui qui vont faire un bilan d'une manière objective et il va vous dire « je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de bien, je ne mérite pas cette responsabilité ». Tout le monde essaye de voir que le bon côté de choses. C'est ce que j'ai essayé de vous dire en fait. Certains philosophes qui travaillent sur la philosophie de la technologie, ça développe une schizophrénie. Ce n'est pas parce qu'on lit énormément de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur Internet que nous sommes des gens instruits. Nous sommes des gens alphabétisés, on décortique certains éléments. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'épaisseur, ce n'est pas la notion d'un livre. On n'est pas des intellectuels ou des éclectiques quand on passe 4 heures, 5 heures à naviguer sur certains éléments. Donc, au niveau d'éthique, bien évidemment, si cette intelligence artificielle vient nous faciliter des choses, elle va réinventer notre façon de procéder et d'exercer nos métiers. Elle va venir aussi réinventer, nous pousser à réfléchir sur la notion des valeurs et sur la notion des éthiques. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'humain, par définition, par la réglementation, par la loi, elle va venir freiner cette vérité peut-être objective? Ça veut dire qu'on n'est pas rationnel, on ne veut pas avoir la rationalité, on ne veut pas avoir l'objectivité. Dans l'objectivité, on veut avoir un peu de subjectivité. Dans ce cas, on va rentrer dans la rationalité, on va limiter cette intelligence artificielle à s'introduire dans certains domaines et pas d'autres, aller chercher certaines informations, pas d'autres. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la biologie. Avec la biologie, on peut faire énormément de choses aujourd'hui dans les génomes, dans les ADN, mais on a créé des lois qui interdisent, par exemple, de faire des enfants à partir de certaines techniques. Je ne parle pas de l'insémination artificielle, parce que là, on fait de l'insémination artificielle, mais des gens, on peut faire des enfants à travers des ADN. Ça veut dire pas forcément d'une ovule et d'un spermatozoïde, à partir de l'ADN. Il y a des Chinois en termes de biologie, ils le font. Mais en termes éthiques, au niveau planétaire, on a limité ce genre de choses parce qu'on ne veut pas ouvrir cette porte. On n'est pas prêt en termes éthiques, en termes moraux, en termes réglementaires. Et donc, j'imagine que pour l'IA, c'est ce qui est en train de faire aujourd'hui, sous prétexte de peut-être de préserver les données personnelles. Ça veut dire qu'on ne veut pas la transparence. Parce que cette intelligence artificielle, ça suppose que je n'ai rien à me reprocher. Si j'atteins un certain niveau de franchise et vous voulez me relayer, me refléter la vérité, vous allez me faire que du bien. On n'a pas, en tant qu'humain, atteint ce niveau de franchise, ce niveau de transparence pour avoir de la mécanisation en termes d'évaluation. C'est la raison pour laquelle cette réglementation, elle va s'imposer d'elle-même parce qu'encore une fois, on n'est pas assez préparé en termes éthiques et moraux pour essayer d'affronter cette révolution en termes de moralité et d'éthique. Merci beaucoup, Hicham Sadok. Alors, étant donné que nous sommes un peu pressés par le temps et qu'il faut qu'on reste dans le temps imparti, nous allons peut-être aller sur une dernière question de Soumiya Al-Mansouri. Pour vous, peut-être, Nasser Radé, comment voyez-vous l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des risques dans le secteur financier, notamment en termes de détection des fraudes et en gestion des risques de marché? Là, c'est clair que ce point précis de la gestion de risque, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des points forts de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet
de détecter les fraudes de façon automatique, hein, parce que généralement, cette fonctionnalité puissante de rapprochement des données issues de différentes bases de données, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très importante au niveau des fonctionnalités de l'IA. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, il est en train de redéfinir la façon avec laquelle les entreprises identifient les risques d'abord et ils gèrent les risques. Côté identification, on est plus dans une approche de perte attendue au lieu d'une approche de perte avérée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce aux solutions d'intelligence artificielle, on est plus alerté sur ce qui va se passer. Et en fait, l'analyse de risque elle est basée plus sur des données actuelles, certes passées, mais aussi par rapport à ce qui va arriver dans le futur. Et on est alerté par rapport à ça. Et puis, par exemple, en fait, des exemples concrets de ce qui se passe en entreprise pour gérer les différents risques financiers. Les différents risques financiers, c'est le risque de taux de change, le risque de taux d'intérêt, etc. On peut être alerté avec des solutions IA sur les prévisions de marché futur. On me dit que, voilà, attention, les experts prévoient que, par exemple, le taux du dollar va augmenter avec les répercussions sur votre activité, mais des répercussions pas mentionnées de façon narrative, c'est des répercussions chiffrées. Ça veut dire qu'on va dire que si le dollar augmente de 1%, voilà la répercussion chiffrée sur votre chiffre d'affaires, sur votre EBITDA, sur votre résultat net. Donc, ça permet aux dirigeants de mieux anticiper les risques de façon proactive et de prendre en conséquence les décisions adéquates. Et donc, ça, c'est une chose importante et c'est un plus important, c'est que l'IA ne se limite pas juste à la détection, mais il a cette force de proposition, hein, de solutions adéquates, pertinentes en fonction du cas précis de chaque entreprise. Merci beaucoup, Anas Radi. On peut conclure ce webinaire pour dire que l'intelligence artificielle ne cesse de prendre du galon et du contenu et à être un acteur inconditionnel, incontournable et protagoniste dans la sphère financière dans son ensemble. Mais il faudrait quand même essayer de parler aussi de la question éthique, de la question réglementaire, si on veut faire les choses dans les règles de l'art. Alors sur ce, notre webinaire va toucher à sa fin et je tiens à remercier nos auditeurs qui ont été aussi nombreux et aussi attentifs à notre thématique. Je remercie vivement l'ESSELSCA Business School pour avoir domicilié ce webinaire et toute ma gratitude va pour les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour le déroulement de ce webinaire. Toute ma gratitude pour le staff technique Mercatic pour les efforts déployés pour la promotion de ce webinaire aussi. Et je ne peux lever le voile sans encenser nos deux keynote speakers pour avoir répondu présent déjà et pour avoir été aussi altruiste en information. J'espère vous revoir très vite lors d'un éventuel événement scientifique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.